Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous revenons après une séance qui était en semi-présentiel, on va dire, ou en semi-distanciel sur les questions des itinéraires des femmes scientifiques. Nous revenons à un format enfin classique en tout cas, puisque l'intitulé du webinaire du mardi, c'est que ça se fasse en webinaire. Donc on revient en format webinaire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anne Moyal, qui est enseignante-chercheuse en sociologie à l'EHESP, au département SHS. Elle a été recrutée je dirais, à la rentrée universitaire 2023. Elle est aussi chercheuse à Rennes, donc une des UMR dont on est tutelle, et elle est associée au CSO, le Centre de sociologie des organisations, qui est une UMR qui est rattachée à Sciences Po Paris. Aujourd'hui, elle va nous présenter les maisons de santé pluriprofessionnelles, un marqueur des grandes transformations de la médecine libérale. C'est un excellent moyen, je dirais, de partager comment dire, ses résultats de thèse. On peut mentionner le fait que cette thèse va être publiée aux presses de sciences politiques. Bon, d'après ce que j'ai compris, le manuscrit est encore sur le métier, mais clairement, la publication devrait avoir lieu à la fin 2025, début 2026. Donc, on attend aussi avec impatience cet ouvrage. Mais je dirais comme mise en bouche, comme apéritif, nous avons au moins ce webinaire qui va nous donner envie peut-être d'aller plus loin grâce à la publication. Donc, je laisse la parole à Anne Moyal. Je rappelle deux points quand même que j'oublie souvent, que cette session est enregistrée. Alors, ça concerne surtout Anne Moyal et moi-même aujourd'hui, puisque nous canalisons, on va dire, les échanges avec le public, mais n'empêche que c'est enregistré, et surtout que c'est sur la chaîne YouTube de l'EHESP. Donc, n'ayez pas peur aussi voilà, de partager l'information avec ceux et celles qui ne peuvent pas suivre ce webinaire. Et je rappelle aussi que les questions-réponses se font dans l'espace questions-réponses Q&R du webinaire. Donc, je laisse sans plus tarder la parole à Anne. Merci, Anne. Bonjour à tous, merci beaucoup Sylvie pour cette introduction. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir l'opportunité de présenter donc les principaux résultats de mes travaux de thèse qui portaient donc sur les maisons de santé pluriprofessionnelles et les déserts médicaux. Je vais y revenir. Donc je vais commencer à partager mon écran. Donc j'ai pensé que c'était le bon moyen, en tout cas en tant que relativement nouvelle enseignante à l'école, de me présenter ou de présenter l'essentiel de mes travaux passés. Je lance le partage et je me mets en mode. J'espère que tout le monde voit correctement. Ça m'a l'air bon. Donc sans plus attendre, parce que donc voilà, c'est un webinaire dans un format assez resserré. Je vais commencer avec une mise en contexte avant de parler des maisons de santé pluriprofessionnelles, et notamment avec en fait un contexte dans lequel de nouveaux problèmes publics ont été reconnus, disons à la fin, enfin dans les années 90 et années 2000, qui ont été en fait qui ont représenté un contexte propice au développement des maisons de santé pluriprofessionnelles que j'appellerais MSP dans cette présentation. Et je reviendrai bien sûr sur leur définition. Je vais les présenter, mais je voulais d'abord revenir sur ce contexte et la reconnaissance de deux nouveaux problèmes publics qui traversent le système de santé. Le premier, c'est la difficulté croissante d'accès aux soins, mais aussi les inégalités d'accès aux soins de premier recours et notamment aux médecins généralistes. Donc un problème qui a été identifié par l'expression voilà, assez représentative et aussi dramatisante, je reviendrai sur ce terme, de déserts médicaux.
On a pu voir dans la presse, dans des discours politiques, qu'on a pu voir revenir à de nombreuses reprises. Donc en fait, on voit ce terme et d'autres termes un petit peu moins dramatisants comme déficit localisé en médecine générale, qui émergent dans plusieurs rapports publics en fait au tournant des années 2000. Alors je me suis déjà trompée, c'est le rapport Berland de 2002 et non 2022. Sinon ensuite les autres, c'est les bonnes références. Donc on commence à parler de ce problème de déficit localisé en médecine générale, de manque de médecins généralistes, voire de déserts médicaux ou de désertification médicale, ce qui traduit le terme désertification, un processus en cours, en train de se faire croissant, de manière croissante. En fait, ces déserts médicaux relèvent des effets cumulés de plusieurs autres phénomènes. D'abord du numerus clausus, qui a été introduit en France par le gouvernement en 1971, dans une époque où l'on considérait qu'il y avait au contraire trop de médecins généralistes ou pléthore de médecins généralistes, pour reprendre un terme souvent employé. Enfin pléthore de médecins tout court, mais dont des médecins généralistes. Et en fait, les effets du numerus clausus se font sentir a posteriori, puisque le numerus clausus en fait est un dispositif qui limite le nombre d'étudiants en médecine qui intègrent la deuxième année de médecine, et donc in fine le nombre de médecins diplômés et en exercice. Et donc les effets se font ressentir principalement donc plusieurs dizaines d'années après, à la fin en fait de la période d'activité de ces médecins. Et en fait, cet effet du numerus clausus, surtout au début des années 2000, se fait ressentir en plus avec un nombre de départs de médecins à la retraite croissant du fait de voilà de l'arrivée à la retraite des cohortes du baby boom, ainsi qu'une relative désaffection de la médecine générale au profit de médecine de spécialité. En fait, le ratio s'est inversé entre médecins généralistes et médecins spécialistes, alors que les spécialistes représentaient environ 43% des effectifs de la profession en 1984, ils sont passés à 51% en 2001. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de spécialistes et de moins en moins de généralistes. Donc finalement, ces différents effets cumulés, ainsi aussi que l'évolution des modalités d'exercice des médecins qui travaillent voilà avec des modalités différentes, un exercice qui est plus partagé entre une pratique de la médecine générale, mais aussi d'autres activités de formation, d'enseignement, également un accroissement des tâches administratives et aussi des horaires qui sont différents, avec un rééquilibrage en fait de la vie personnelle et de la vie professionnelle, en fait, donc donne lieu à voilà ces déficits localisés en médecins généralistes, ce qu'on a appelé donc les déserts médicaux, qui est une expression, comme je le disais, assez dramatisante. Ça, c'est un terme qui a notamment été utilisé par Patrick Hasenteufel et François-Xavier Schweyer, qui est donc un membre de cette école. Et en fait, on constate un certain emballement, à la fois médiatique et politique, autour de cette expression, alors même que en fait cette expression est assez mal définie, ou en tout cas que la définition est assez et non stabilisée. Dans un rapport assez récent de l'adresse de 2017, il est souligné qu'en fait il s'agit d'une métaphore qui est certes saisissante, mais qui ne se réfère à aucun contenu concret. L'enjeu étant de définir ce qu'est un désert médical. Je vais y revenir dans un instant. En tout cas, donc je parlais tout à l'heure d'emballement médiatique et politique. Donc là, j'ai fait une étude de presse entre 2000 et 2023 sur l'utilisation dans la presse nationale et régionale de l'expression désert médical ou déserts médicaux. On voit une grande augmentation progressivement, avec en fait des pics qui correspondent presque à chaque fois à le moment des élections présidentielles, qui sont des moments où on parle beaucoup des déserts médicaux, encore pendant les dernières. Et d'ailleurs, les déserts médicaux étaient présents dans la moitié des discours de campagne et des programmes de campagne des candidats à l'élection de 2012, dans les discours de 9 candidats sur 11 à l'élection de 2017. Donc on voit voilà comme un enflement de cette problématique. Mais comme je le disais, la définition n'est pas stabilisée. Pourtant, on a assisté à une tentative d'objectivation
compréhension du phénomène, à la fois par la profession médicale et par les pouvoirs publics. Donc la profession médicale publie chaque année depuis 2007, le CNOM, le Conseil national de l'ordre des médecins, un atlas annuel de la démographie médicale. Et juste pour donner, enfin à titre d'exemple, l'atlas de 2015 fait état d'une diminution moyenne des densités régionales de médecins généralistes de 11,4% depuis 2007. Et la région Île-de-France est la plus touchée. Alors certes, c'est aussi la région où on compte le plus de médecins généralistes, mais avec une population très très dense. Donc c'est la région dans laquelle la densité a le plus chuté entre 2007 et 2015. Donc chaque année, le CNOM tente d'objectiver le phénomène, mais aussi du côté des pouvoirs publics, la DRES, mais aussi l'ONDPS, qui est l'Observatoire national des démographies des professionnels de santé, constate également une diminution de la démographie médicale prévue jusqu'en 2025, et même les derniers rapports tendraient à dire que ce serait plutôt jusqu'en 2030. Et donc pour essayer d'objectiver ce phénomène, l'adresse en partenariat avec l'IRDES, donc l'Institut de recherche et de développement en économie de la santé, a créé un indicateur qui s'appelle l'accessibilité potentielle localisée, APL, qui essaye de chiffrer ce phénomène-là pour savoir qui vit ou non dans un désert médical. Et en fait, cet indicateur a pour objectif de dépasser pardon, la simple densité médicale pour essayer de prendre en compte d'autres éléments. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a tant de médecins par habitant pour savoir déjà si ces médecins sont géographiquement accessibles, s'ils exercent tous les jours de la semaine et sont voilà disponibles pour les patients, s'ils n'ont pas un exercice, enfin s'ils ont un exercice plein de médecine générale ou un exercice particulier. Et également, cet indicateur essaye de prendre en compte les différences de besoins de santé de la population qui peuvent varier selon l'âge, le niveau de précarité, l'état de santé. Alors dans les faits, l'indicateur ne prend en compte finalement que l'âge. Voilà, donc cet indicateur dépasse la simple densité en essayant de comprendre l'activité des médecins généralistes et aussi les besoins de santé. Et donc, l'APL donne le nombre de consultations par habitant et par an. Alors, il y a une question de seuil ici. À partir de combien de consultations par habitant et par an on est dans un désert médical ou pas? L'APL, enfin, on propose plusieurs niveaux d'APL à 2 consultations de médecins généralistes par an, 2,5, 3. En général, c'est souvent le chiffre de 2,5 qui est gardé. Et si on garde ce seuil-là, 8,1% de la population résidait en 2015 dans une commune sous-dense. Et ce serait aujourd'hui un chiffre plus élevé. Le deuxième problème public reconnu au même moment dans les années 90-2000, c'est celui du cloisonnement du système de santé et du déficit de coordination. Donc, en fait, dès les années 80-90, se développent localement des réseaux de santé qui sont des initiatives professionnelles, des professionnels libéraux, mais qui ont été soutenus par les pouvoirs publics qui voyaient le moyen effectivement d'assurer une meilleure prise en charge de certains patients, notamment à domicile. Mais c'est véritablement dans les années 90-2000 que en fait la coordination n'était pas enfin, est devenue finalement un nouveau principe de réforme au sein de l'État. Donc il y a plusieurs auteurs qui le montrent. Je m'appuie sur leurs travaux et qu'en fait on assiste à un processus de formalisation de la coordination avec des nouveaux outils, des nouvelles organisations, des nouveaux métiers et fonctions de coordonnateurs de parcours, de coordonnateurs de certaines structures, et notamment on verra que les maisons de santé ont des coordonnateurs au sein de ces structures. Et donc on assiste à une institutionnalisation et une formalisation de la coordination. Dans les années 2000-2010, ce mouvement se poursuit avec une réorganisation du système de santé autour de nouveaux principes. D'abord avec la loi HPST de 2009, le système de santé est considéré comme un système organisé autour de différents recours. Le premier recours, donc ou soins primaires, on les utilise souvent de manière indifférenciée, et le second recours qui renvoie aux soins spécialisés. Et l'idée est ici de coordonner bien les professionnels du premier recours, dont font partie les maisons de santé pluriprofessionnelles, j'y reviendrai, avec le second recours. Et aussi les années 2000-2010, c'est une période où se développent beaucoup toutes les approches par parcours de patients.
Et pourquoi en fait on a cette nouvelle priorité d'action publique qui tourne autour de la coordination? C'est quelque chose qui est vrai dans le secteur de la santé, mais aussi dans d'autres secteurs d'action publique. En fait, c'est sous le fait de plusieurs phénomènes, notamment les évolutions démographiques et épidémiologiques qui impliquent des prises en charge de plus en plus complexes et au long cours des patients, ce qui suppose, on s'en doute, l'intervention d'une diversité d'acteurs et donc qui pose la question de leur articulation entre eux. C'est également un processus qui s'explique par la spécialisation des savoirs et des compétences des professionnels, voire même des nouvelles concurrences entre ces savoirs et ces compétences, avec une contestation de plus en plus importante du monopole de la profession médicale par d'autres professions, dont les compétences s'étendent progressivement. Je reviendrai notamment sur des dispositifs comme la pratique avancée, qui représente à ce titre une évolution à noter. Aussi également l'affirmation des usagers qui participent eux-mêmes à quelque part la mise en problème de la coordination. Les usagers, en fait, c'est finalement sur eux que peuvent revenir les éventuels externalités négatives d'un manque de coordination, parce que c'est parfois à l'usager ou à son proche aidant d'articuler les différentes interventions des professionnels de santé dans un parcours de santé qui peut être complexe. Et également une concurrence avec les nouveaux savoirs gestionnaires dans le monde de la santé. Par ailleurs, tout cela s'inscrit dans un processus plus global depuis les années 70 de rationalisation des systèmes de santé, où la coordination peut être présentée en fait comme le moyen de compenser les effets de la maîtrise des dépenses de santé. Donc dans un contexte voilà, financier contraint, mieux se coordonner permettrait en fait de faire des économies. Donc finalement, pour répondre à ces deux grands problèmes qui traversent le système de santé, j'ai fait ici la liste, mais je vais évidemment pas la revoir de manière exhaustive, de toutes les réformes et de tout le répertoire d'instruments qui ont été déployés pour y répondre. Je pense qu'un moment, un passage, un tournant important, c'est notamment la réforme du médecin traitant de 2004, avec la réforme précédente du médecin référent en 97, qui a été remplacé par le médecin traitant en 2004, où on commence vraiment à penser organisation du parcours patient, coordination qui revient au médecin traitant qui oriente vers donc les médecins, le second recours, même si on l'appelle pas encore comme ça. Et donc ensuite, on a beaucoup de différents dispositifs qui ont pour objectif soit de répondre à ce problème d'accessibilité sur certains territoires de médecins. Par exemple, la convention médicale de 2005 prévoyait des majorations des honoraires pour les médecins qui exercent dans les zones déficitaires, ou une loi de la même année relative au développement des territoires ruraux prévoyait la mise à disposition de locaux pour les médecins, des primes à l'installation, une exonération de la taxe professionnelle dans certains lieux. Donc on voit qu'on est vraiment, soit on répond en fait à travers ces différentes lois et décrets ou conventions médicales au problème d'accessibilité aux soins ou au problème de coordination des soins. Les textes qui vont m'intéresser le plus dans ce qui va suivre, c'est surtout la loi de financement de la sécurité sociale de 2007, où il est fait pour la première fois mention au MSP et à une expérimentation des nouveaux modes de rémunération. Alors les nouveaux modes de rémunération, c'est des modes de rémunération qui viennent valoriser le temps passé à la coordination et à des nouvelles actions de santé publique, notamment en maison de santé, mais ça j'y reviendrai. Également la loi HPST de 2009 qui, quelque part, enfonce le clou de la loi de la LFSS de 2007 et qui définit pour la première fois le premier recours, mais aussi les missions du médecin généraliste de premier recours. Et je parlerai également des négociations conventionnelles qui se sont jouées en 2017 et qui ont permis de mettre d'accord des organisations professionnelles et l'assurance maladie autour d'un accord conventionnel interprofessionnel qui fixe en fait les modalités de financement des maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc les MSP, j'en arrive ici pour vous expliquer que c'est vraiment parmi tout ce répertoire d'instruments un instrument phare de la réforme des soins primaires. Pourquoi? Donc déjà, je l'ai défini, ensuite je vous explique en quoi c'est vraiment, ça marque un tournant dans ces réformes-là. D'abord, les maisons de santé pluriprofessionnelles, elles regroupent des professionnels de santé libéraux, j'insiste sur ce point et j'y reviendrai, qui exercent en ville, donc médecins généralistes, mais aussi auxiliaires médicaux, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, parfois des chirurgiens dentistes, qui sont regroupés soit dans une structure unique, soit dans une structure dite multisite, mais qui ont des outils communs. Je reviendrai sur ces outils.
L'objectif est de proposer des prises en charge coordonnées à travers des protocoles pluriprofessionnels de soins pour certaines pathologies chroniques, des réunions de concertation autour de 4 patients, un partage d'informations via un logiciel commun au lieu d'avoir des logiciels métiers différents. Je reviendrai évidemment sur la mise en œuvre de tous ces outils, qui ne va pas sans difficulté parfois, mais aussi l'identification d'une personne qui est coordonnateur ou coordinatrice de la maison de santé, qui peut être soit un professionnel de santé de la structure, soit un coordonnateur administratif qui est embauché spécifiquement pour ça. Ces structures proposent une offre de soins enrichie, plus seulement des soins curatifs, mais aussi des soins et notamment des actions de santé publique et notamment une offre de prévention et d'éducation thérapeutique du patient. Et enfin, et ça c'est vraiment un point essentiel pour ce qui va suivre, ces structures en fait contractualisent. Alors là, enfin, en grande majorité, toutes ne sont pas encore à l'échelon de la contractualisation aujourd'hui, mais la plupart, l'objectif est de contractualiser in fine avec l'ARS et la CPAM à travers le fameux accord conventionnel interprofessionnel ACI que j'ai mentionné tout à l'heure, qui existe depuis 2017, autour d'une liste de critères qui touchent à la fois à l'accès aux soins, à la coordination des soins et à la mise en place de nouvelles actions de santé publique. Et à travers ce contrat, les professionnels qui dédient du temps à ces nouvelles activités touchent des rémunérations collectives qui sont complémentaires à leur rémunération individuelle à l'acte, qui s'appellent les NMR, les nouveaux modes de rémunération. Donc ils restent principalement payés à l'acte de manière individuelle, comme des professionnels libéraux classiques, mais ils touchent en plus des rémunérations collectives qui ont pour objectif au départ de dédommager le temps qu'ils passent aux nouvelles activités de coordination dans ces structures et aussi de santé publique. Donc, les MSP sont un instrument phare de la réforme des soins primaires parce que déjà, c'est un instrument emblématique qui est au centre de l'attention des politiques, des professionnels de santé et du grand public, surtout depuis 2007. Et les différents gouvernements qui se sont succédés de tous bords politiques depuis 2007 font la promotion de ces structures-là. Et c'est assez intéressant pour le noter, ce consensus politique de gauche comme de droite autour de ces modalités d'exercice. Donc, il est emblématique dans la mesure où il permettrait à la fois d'attirer des médecins dans les territoires sous-dotés, je vais y revenir, mais aussi d'améliorer la coordination. Donc, c'est finalement un instrument, un dispositif un peu couteau suisse qui permet de répondre à plusieurs problèmes du système de santé. C'est un instrument public de type incitatif et contractuel. Incitatif parce que les professionnels libéraux ne sont pas obligés d'exercer en maison de santé. Ils choisissent de le faire. Ils y sont incités par ces nouvelles rémunérations notamment. Et c'est un instrument public un instrument d'action publique contractuel. Donc les professionnels contractualisent. Il y a différents niveaux de contractualisation. On peut aller plus ou moins loin autour de ces critères. Donc en fait, cet instrument est d'apparence assez neutre, comme s'il arrivait à quelque part dépolitiser la question de l'organisation du système de santé. Et en réalité, ce que dans mes travaux j'ai pu voir et que je vais voilà, soutenir comme argument dans ce livre, c'est que les effets sur la médecine libérale et l'organisation du système de santé ne sont pas limités et se feront sentir en fait dans la durée, malgré cette apparence d'un exercice, d'un instrument qui est assez neutre. Ça représente un déplacement très important pour les professionnels, un déplacement ou voilà, une transformation très importante dans l'exercice des professionnels libéraux de ville, notamment des médecins, parce qu'en fait, ils sont engagés dans des nouvelles relations contractuelles avec les tutelles localement, donc avec l'ARS et la CPAM. Donc, ce qui est totalement nouveau pour des professionnels libéraux et qui les place aussi dans une situation de redevabilité. Enfin, c'est un terme pas très très heureux, mais pour dire qu'ils doivent nouvellement rendre des comptes à l'ARS et à la CPAM à travers donc ce contrat où ils doivent montrer qu'ils parviennent à remplir ces différents critères. Par ailleurs, avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, ces professionnels s'engagent à développer des nouvelles modalités d'organisation et de coordination, ce qui est aussi une transformation importante pour des professionnels libéraux qui n'avaient aucune obligation en termes d'organisation, d'horaire, de coordination, etc. C'est un déplacement aussi parce que voilà, on élargit l'offre de soins plus seulement à du curatif, mais aussi à du préventif, de l'éducatif. Les modalités de rémunération sont également nouvelles
nouvelle. On reste dans la rémunération à l'acte, mais avec des rémunérations collectives forfaitaires. Les professionnels sont engagés dans des nouvelles relations avec une multiplicité de partenaires institutionnels, donc l'ARS et la CPAM, comme je l'ai dit, mais aussi des collectivités territoriales qui bien souvent sont les propriétaires des murs de ces structures que les professionnels louent en fait aux collectivités territoriales. Et finalement, avec cet instrument, on est vraiment, enfin, on voit se jouer une tension assez forte entre une volonté de réguler l'installation des professionnels pour essayer de les attirer dans les territoires en déficit d'offres de soins primaires, mais aussi de les inciter à se coordonner. Donc, une volonté de réguler tout en respectant la liberté des professionnels de santé libéraux. Et c'est vraiment la tension au cœur de mon travail, enfin, que je voulais regarder à travers ce travail. Donc là, je vais pas revenir sur ce tableau, mais où j'ai essayé vraiment de, en fait, comparer l'exercice libéral, disons, traditionnel avec l'exercice libéral en maison de santé. Ce qui pouvait changer, et notamment ce que j'essaie de montrer ici, c'est que d'un côté, on a très peu d'obligations en matière d'organisation des soins, de coordination des soins, alors que si on fait le choix d'aller en maison de santé pluriprofessionnelle, puisque je répète que c'est un choix pour les professionnels, on s'engage à respecter certains horaires d'ouverture, à proposer par exemple en fait une continuité des soins médicaux sur ces horaires d'ouverture, donc une organisation entre médecins généralistes, à proposer des plages quotidiennes de rendez-vous médicaux, de consultation médicale sans rendez-vous, pardon. Et aussi à mettre en place beaucoup d'outils de coordination qui sont totalement inédits pour des professionnels de santé libéraux, avec des protocoles de pluriprofessionnels, des réunions, un peu comme des staffs à l'hôpital, enfin, un système d'information partagé. Enfin voilà, c'est des choses qui sont totalement nouvelles pour ces professionnels de santé, mais qui restent libéraux, puisque les principes fondamentaux du statut libéral, notamment de la médecine libérale, demeurent, que j'ai mis dans la dernière ligne en bas. Donc juste pour un état des lieux, voilà, les MSP aujourd'hui, ça représente quoi? On est passé d'une vingtaine de structures en 2008, juste après la première mention des MSP par la loi de financement de la sécurité sociale de 2007, à environ 2500 fin 2023. 17% des médecins généralistes exerçaient en MSP en 2023. Et 73% des médecins généralistes âgés de 40 ans ou moins étaient intéressés par ce mode d'exercice en 2020, contre 27% de leurs aînés. Donc, on voit qu'il y a quand même un intérêt plus marqué des professionnels, des médecins généralistes des nouvelles générations pour ce mode d'exercice. Donc ma recherche, en fait, elle tournait dans cette thèse dans ce livre à paraître, elle tournait autour de trois questions principales. D'abord, comment les MSP ont émergé et se sont imposés dans le paysage français comme une solution à une diversité de problèmes, finalement. Donc ce que je regardais vraiment, c'était un peu dans, voilà, là j'étais vraiment, je m'inscrivais pardon dans un cadre théorique de la sociologie de l'action publique. Je regardais vraiment la trajectoire d'un instrument d'action publique, les maisons de santé, que je considérais comme un instrument d'action publique. La deuxième question était quels sont les effets de ce nouveau mode d'exercice incitatif et contractuel sur les relations entre la profession médicale et la puissance publique. Donc là, je touchais à la question plus centrale en sociologie des professions de l'autonomie professionnelle. Et la dernière question était celle des effets de ce mode d'exercice coordonné pluriprofessionnel sur les relations interprofessionnelles et notamment les relations entre la profession médicale et les paramédicaux. Aujourd'hui, je vais juste m'intéresser aux deux premiers points pour qu'on ait un petit peu plus de temps pour la discussion. Donc la méthodologie, je le disais, je m'inscris vraiment dans une sociologie de l'action publique, sociologie des organisations et des professions, et j'ai fait une enquête à deux niveaux, au niveau national et aussi au niveau local, dans 6 maisons de santé pluriprofessionnelles. En ce qui concerne la première question, en fait, les maisons de santé pluriprofessionnelles sont vraiment apparues comme une solution qui était mobilisable, en fait, toute trouvée pour répondre aux problèmes d'accès aux soins et de coordination que j'ai présenté en introduction. Donc là, j'ai mis juste pour illustration un sondage réalisé par le CNOM, donc le Conseil national de l'ordre des médecins, avec l'Institut de sondage BVA, auprès des jeunes médecins qui étaient internes ou jeunes médecins installés sur les mesures qui sembleraient pour eux convaincantes pour les attirer dans des zones sous-dotées. Et on voit que les maisons de santé pluriprofessionnelles apparaissent en première position avant même les primes à l'installation. Par ailleurs, en fait, donc dans le rapport là dont je mets la première page, la page de garde, en fait, donc plusieurs rapports publics montrent qu'en fait ces structures non seulement attireraient les jeunes professionnels, mais aussi faciliteraient la coordination puisque entre des professionnels qui seraient regroupés dans la même structure.
Voilà. Et par ailleurs, en fait, il existait des initiatives locales de médecins généralistes qui ont été portées en exemple par la puissance publique, notamment dans ce rapport dont je mets la page de garde ici en exemple. En fait, des médecins qui s'étaient déjà regroupés dans des structures qui avaient déjà toutes les apparences des maisons de santé avant même qu'elles soient définies dans la loi. Et donc, elles sont portées en exemple dans ce rapport et qui finalement propose une définition des maisons de santé qui s'inspire directement de ces expériences locales menées par des médecins généralistes. Donc finalement, c'est une solution qui préexistait au problème puisque des professionnels s'étaient réunis déjà auparavant. Comme je le disais, finalement il y a une alliance qui s'est créée assez inédite en fait entre une partie de la puissance, enfin, des acteurs administratifs et politiques et la profession médicale. Donc je le disais tout à l'heure, donc les gouvernements de tous bords depuis 2007 en fait soutiennent cette mesure. Mais de l'autre côté, on a aussi des professionnels de santé et notamment des médecins généralistes qui se sont fait les défenseurs des maisons de santé pluriprofessionnelles parce qu'ils y ont vu le moyen d'améliorer leurs conditions d'exercice avant tout, mais aussi, ce faisant, d'améliorer le service rendu à la population. Et en fait, on a des médecins qui se sont euh, affirmés progressivement comme entrepreneurs de changement au niveau national et au niveau local. Alors, au niveau local, c'est des médecins comme ceux que je citais avant, qui en fait avaient monté des structures localement qui ressemblaient déjà à des maisons de santé avant l'heure. Mais au niveau national, le syndicat MG France, MG c'est pour médecins généralistes, était à l'avant-garde en fait de ces transformations. Depuis longtemps, depuis les années 80, MG France fait la promotion d'une réorganisation du système de santé autour du médecin généraliste et aussi la promotion de l'exercice pluriprofessionnel et de nouvelles modalités de rémunération, ce qui est assez marginal dans la profession médicale pour être souligné. Et des médecins issus de MG France ont créé une fédération professionnelle, la FFMPS, Fédération française des maisons et pôles de santé, qui en fait a promu cette solution de maison de santé pluriprofessionnelle, qui est devenue qui est une fédération asyndicale dans la mesure où elle n'est pas une émanation de MG France, même si ce sont des médecins d'MG France qui l'ont créée. Et aujourd'hui, parfois, il y a des dissensions entre la fédération et MG France, donc c'est clairement pas une émanation du syndicat MG France, et elle est devenue pluriprofessionnelle. Aujourd'hui, le bureau de cette fédération, qui s'appelle Avec Santé, qui a changé de nom, est tenu par des professions médicales et paramédicales. Et finalement, il s'est formé ce que d'autres chercheurs ont appelé dans d'autres secteurs d'action publique une coalition d'instruments. Ce que je veux dire ici, c'est que ce qui a réuni les acteurs politico-administratifs et la profession des médicales, c'est pas tellement des intérêts communs, parce que chacun pouvait avoir des intérêts différents. Pour les professionnels de santé, c'était en premier lieu, améliorer leurs conditions d'exercice et pas tellement améliorer l'accessibilité aux soins côté pouvoir public, mais en fait, ils se sont regroupés autour d'un même instrument. Donc, ils ont fait la promotion du même instrument, alors même qu'ils pouvaient avoir des intérêts divergents. Donc ici, j'ai mis un extrait d'entretien, mais on n'a pas le temps de revenir dessus, c'était juste pour illustrer, où je voulais citer un ancien président de la Fédération des maisons de santé qui explique que, voilà, que le politique démuni parce qu'il est face à des professionnels de santé libéraux n'avait pas la clé pour organiser les soins de premier recours et que là, il voit tout à coup les maisons de santé et il y voit la solution à tous les problèmes parce que ça a l'air d'attirer les jeunes, de permettre la coordination et c'est les professionnels qui y vont volontairement. Donc voilà, donc ils se sont d'après lui, les pouvoirs publics se sont emparés de cette solution qui venait des professionnels. Ce que je voulais en fait dire ici, c'est que quelque part, en fait, ce qu'on observe à travers l'analyse des maisons de santé, c'est qu'il y a un couplage euh, entre un problème public et une solution qui préexistait. Donc ça s'inscrit dans des travaux en sociologie de l'action publique, voilà, de référence que j'ai cités ici. Et quelque part, que le problème de la désertification médicale n'a été réellement reconnu qu'au moment où on avait déjà la solution pour y répondre, les maisons de santé, qui semblait une solution finalement politiquement assez viable parce que peu coûteuse. On ne touchait pas à la sacro-sainte liberté de la profession médicale d'installation. Mais on les incite à s'installer dans certains territoires où il y a des maisons de santé. Donc finalement, les maisons de santé sont apparues comme une solution au problème des déserts médicaux, mais même j'irais plus loin en disant, est-ce que finalement les maisons de santé ne sont pas aujourd'hui une solution à une diversité de problèmes? La coordination, les déserts médicaux, le faible développement de la prévention, finalement, on leur fait répondre à une diversité de problèmes.
Les points que je voulais retenir ici, c'est donc cette idée de couplage, mais je viens de le dire. Ensuite, l'émergence d'une coalition d'instruments, donc c'est ce que je disais à l'instant, bien que les valeurs et les intérêts des acteurs politiques et médicaux puissent être différentes, en fait, ces acteurs convergent autour d'une solution commune, et c'est pour ça qu'ils font alliance dans la promotion des maisons médicales, des maisons de santé pluriprofessionnelles. Et enfin, je voulais poser la question de l'évolution du corporatisme médical. Puisque en fait la réforme des MSP, ça marque vraiment une rupture pour moi avec la tendance récente d'un certain affaiblissement de la profession médicale que beaucoup de travaux, notamment les travaux de Patrick Hasen-Teufel, a pu mettre en exergue. Mais en fait, à travers cette nouvelle alliance avec ces acteurs politico-administratifs et via une fédération qui est paradoxalement asyndicale et pluriprofessionnelle, on voit que des médecins généralistes sont parvenus à affirmer leur rôle en tant que à la fois entrepreneurs de réforme mais aussi pivots du système de santé, donc puisqu'ils sont centraux, pivots dans ces structures qui sont elles-mêmes centrales comme une réforme du système de santé. Donc le deuxième point sur lequel, et je pense que j'en aurai pour encore 5-6 minutes, je voulais revenir, c'était la deuxième question sur les effets de l'exercice contractuel sur l'autonomie professionnelle. Donc là, le cadre théorique dans lequel je me repose, il y a beaucoup de travaux sur la contractualisation et la rationalisation des pratiques dans le secteur public, mais aussi dans le secteur de la santé plus particulièrement. Et en général, on a tendance à avoir une lecture binaire entre, d'un côté, une conformité, les professionnels se conforment, et où les professionnels résistent à ces nouveaux outils, règles de rationalisation des pratiques. En fait, il y a aussi une alternative, une lecture plus nuancée de la réaction des professionnels à ces nouveaux outils de rationalisation, ces outils qu'on appelle bureaucratiques ou néo-managériaux de rationalisation des pratiques, où en fait on voit les professionnels qui adoptent une multiplicité de réponses en fait face à ces outils. Soit ils peuvent trouver leur intérêt dans ces outils et donc ils s'y conforment, mais ils peuvent aussi s'y conformer seulement en apparence tout en conservant d'anciennes pratiques. Ils peuvent aussi se ménager une marge de manœuvre en fait pour adapter les nouvelles règles à leur situation locale. Et enfin, ils participent même parfois pour certains à l'élaboration de nouvelles règles qui vont s'appliquer au reste de la profession ou même à d'autres professions. Et c'est vraiment ce que j'observe en maison de santé. Donc d'abord, ça je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir, mais c'était pour être assez méthodique, mais les professionnels de santé ont un intérêt à aller en maison de santé, c'est pour ça qu'ils y vont. Et par ailleurs, ils sont donc intéressés par le label maison de santé parce que c'est un signal envoyé aux jeunes médecins généralistes pour les atterrir sur le territoire. Or, les médecins sont sensibles à avoir plus de collègues médecins localement parce qu'ils font face à une surcharge de travail et à une demande de soins exponentielle, mais aussi les professions paramédicales qui dépendent des prescriptions médicales sont aussi très soucieuses d'avoir des médecins sur leur commune. Par ailleurs, les NMR, les nouveaux modes de rémunération, sont considérés comme un moyen de rémunérer des activités qui étaient jusque-là pas du tout valorisables dans un modèle de financement à l'acte. Donc des activités de coordination, ce temps de coordination autour des cas de patients ou des actions de santé publique. Enfin, ce que je vois aussi dans ma thèse, c'est que les professionnels ont souvent plus à perdre à rester en dehors qu'à rentrer dans la maison de santé. Certains ont un peu peur de rester les seuls professionnels de la commune en dehors des maisons de santé. Et donc, ils décident d'y aller, même si ça vient pas d'un choix vraiment personnel pour y aller. Ensuite, en fait, une fois que les professionnels sont en maison de santé, en fait, j'ai pu constater sur le terrain à travers mon enquête dans 6 maisons de santé que ils arrivaient à s'accommoder, à s'approprier ces différentes règles qui auraient pu les contraindre dans leur exercice. Déjà, il y a beaucoup de nouvelles obligations en matière d'accès aux soins qui confirment finalement une organisation qui existait déjà informellement, notamment pour les médecins généralistes. Les horaires qui sont imposés par l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel, donc c'est 8h, 20h ou 8h, 19h, ils sont modulés, il y a des critères qui modulent les horaires, mais en fait un médecin généraliste fait bien souvent déjà ces plages horaires. La continuité des soins entre médecins, en général, ils s'organisent déjà pour qu'il y ait une continuité, un roulement entre médecins. Par ailleurs, alors en ce qui concerne la coordination, certes, on a des outils et des procédures qui sont totalement inédits, les réunions, les protocoles dont je parlais, mais finalement, ils contraignent assez peu les professionnels parce que pour certains, ils formalisent des habitudes existantes. C'est le cas notamment pour les protocoles de prise en charge pour des pathologies chroniques. Avant, ça relevait peut-être du cas par cas, les gens s'échangeaient des informations au téléphone et pas en réunion ou pas à travers des protocoles, mais aujourd'hui, ces protocoles viennent souvent acter des choses qui se faisaient déjà informellement.
Par ailleurs, les professionnels peuvent s'investir à différentes vitesses, c'est-à-dire que certains professionnels vont pas du tout s'investir dans les réunions, vont pas être présents, vont pas forcément suivre les protocoles, mais si une partie des professionnels de la maison de santé les mettent en place et les respectent, les autorités publiques qui contractualisent avec elles sont déjà satisfaites. Donc finalement, on peut aller dans une maison de santé sans vraiment changer son exercice. Et enfin, ces nouvelles règles sont parfois assez imprécises pour que les professionnels puissent les adapter localement à leurs besoins. Notamment, je pense aux réunions de concertation pluriprofessionnelle. Il faut en faire 6 minimum dans l'année, mais j'ai vu des structures où, par exemple, ils comptabilisaient la pause café où ils parlent 10 minutes d'un patient, puis le déjeuner où ils ont parlé de deux patients, et ils se disent, ah ben ça fait une réunion, non? Et donc, ils la comptabilisent dans leur rapport d'activité, puisqu'ils doivent rendre un rapport d'activité à la CPAM et à l'ARS, comme une réunion formelle. Et en fait, rien dans le contrat ne les empêche de le faire. Donc là, j'ai mis des illustrations juste où en fait, les professionnels m'expliquent que, en fait, quelque part, ce qu'on leur demande, ils avaient déjà l'impression de le faire. C'était informel, mais ça fonctionnait très bien. Maintenant, il faut le formaliser, il faut qu'on l'écrive noir sur blanc. Mais bon, quelque part, est-ce que ça change beaucoup de choses? Et enfin, ce que je voulais dire ici, c'est que les professionnels, par ailleurs, voient les nouveaux modes de rémunération comme une opportunité pour développer de nouvelles actions. Et c'est là qu'ils se font vraiment quelque part innovateurs, en fait. Donc d'abord, des actions de santé publique qui maintenant sont rémunérées alors qu'avant elles ne pouvaient pas l'être. Et ensuite, j'ai vu localement des professionnels utiliser de manière assez libre les nouveaux modes de rémunération pour développer des nouvelles activités qui sont totalement non anticipées par les tutelles et parfois même dérogatoire à la nomenclature de l'assurance maladie. Donc j'ai vu plusieurs exemples dont je pourrais vous parler tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est que en face, les autorités sanitaires, déjà elles ont un contrôle, une capacité de contrôle très limitée sur ce que font les professionnels, et ensuite, parfois elles constatent des activités dérogatoires qui sont inscrites noir sur blanc dans les rapports d'activité des maisons de santé pluriprofessionnelles. Et en fait, elles décident d'en soutenir certaines qui leur semblent très intéressantes pour essayer de les expérimenter sur d'autres territoires. Donc on voit qu'il y a vraiment une... bon là c'est pareil, c'est des illustrations, mais j'ai pas le temps de vous les montrer. Il y a vraiment une nouvelle relation d'interdépendance entre professionnels libéraux et autorités, avec des professionnels libéraux qui acceptent une nouvelle formalisation de leur travail, une nouvelle logique de redevabilité vis-à-vis des partenaires publics, ARS et CPAM, qui de leur part font preuve d'une certaine tolérance vis-à-vis des écarts avec le contrat, parce que ce qu'elles recherchent d'abord, c'est l'adhésion des professionnels libéraux au modèle des maisons de santé, et donc elles recherchent leur adhésion quitte à ce que dans le détail, dans chaque structure, le contrat ne soit pas exactement respecté. Et c'est assumé. J'ai des extraits d'entretien qui en attestent. Et par ailleurs, ça permet de faire émerger du terrain, j'ai oublié de mettre un troisième point, des innovations localement à expérimenter sur d'autres territoires. Et donc ici, les deux enseignements principaux, et j'en terminerai là, c'est déjà une nécessaire autonomie et flexibilité au cours de la mise en œuvre d'un instrument contractuel tel que les maisons de santé pluriprofessionnelles. En fait, les professionnels, oui, arrivent à s'approprier les règles et les procédures qui seraient susceptibles de les contraindre. En faisant ça, ils arrivent à protéger à la fois leur ancienne pratique, continuer à faire comme ils faisaient avant, quelque part, mais aussi ils arrivent à développer de nouvelles pratiques qui répondent à leurs besoins. Et en fait, cette autonomie professionnelle, elle est non seulement très difficile à éviter pour les pouvoirs publics, mais je dirais même qu'elle est nécessaire si les pouvoirs publics veulent enrôler les professionnels libéraux et veulent aussi faire émerger du terrain des nouvelles pratiques. Et le deuxième point, c'est en fait donc cette nouvelle relation d'interdépendance. À mon sens, elle est à ce stade favorable aux professionnels libéraux parce que en fait, tant que cette contractualisation restera optionnelle, les pouvoirs publics n'ont pas d'autre choix que de fermer les yeux ou de tolérer, disons, les arrangements des professionnels avec ces nouvelles règles de l'exercice pluriprofessionnel. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix tant que cette contractualisation reste optionnelle s'ils veulent que des professionnels en fait, s'engagent dans ce nouveau modèle d'exercice de la médecine générale. Voilà pour ma présentation. Je suis désolée, les 44, j'espère que ça laisse assez de temps à la discussion. Je vais couper. Voilà. Donc, je serais ravie
d'avoir vos questions. J'ai malheureusement pas pu creuser le troisième volet qui est celui sur les relations interprofessionnelles. J'ai fait le choix vraiment de rester sur les deux premiers pour avoir un peu plus de temps pour les décrire. Je suis pas rentrée non plus dans le détail des 6 maisons de santé, sous ce que je pourrais vous expliquer, pourquoi celle-ci, ce que cette méthode par étude de cas comparés a pu m'apporter, etc. J'ai voulu voilà, rester sur des grands enseignements généraux, mais je serais ravie d'y répondre dans des questions plus spécifiques. Alors, merci Anne. J'ai eu quelques difficultés avec ma caméra, donc j'espère aussi que vous m'entendez bien parce que Oui. aujourd'hui j'ai un ordinateur particulièrement lent, donc et qui me fait un peu frissonner parfois. Un grand merci parce que déjà, même moi, à titre personnel, ça m'éclaire sur beaucoup de processus. Je vois qu'il y a des questions-réponses enfin, dans le chat. Je veux bien enfin, relayer ces questions. Moi, en tout cas, j'en avais une d'emblée et puis ensuite, je vais relayer les questions. Une d'emblée, c'est moins une question qu'une remarque, c'est aussi les transformations des identités professionnelles au travers de Mhm. dispositifs. Vous nous avez quand même expliqué, mais par un dispositif, combien la profession de médecin libéral et profession surtout de médecin généraliste se transforme aussi dans un cadre peut-être de contraintes, mais y compris dans ce cadre de contraintes, comment ils rétablissent en fait leur identité propre qui est quand même autour de l'image de l'autonomie. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Je retiens aussi un point qui me semble important, c'est quand vous avez parlé des médecins entrepreneurs de changement. Bon, moi, c'est d'autres champs de recherche. Moi, je suis beaucoup plus sur les questions d'écologie, d'environnement, mais j'ai découvert aussi, non pas des médecins, mais parfois des ingénieurs, des urbanistes, voire des scientifiques qui étaient aussi entrepreneurs de changement. Et comment aussi des corps professionnels peuvent transformer, voire même et faire émerger je dirais des solutions, des solutions politiques et des dispositifs politiques. Et ça, je trouvais vraiment ça important, intéressant. Alors, y compris au-delà je dirais, du périmètre de la santé, c'est un point qui est vraiment intéressant, important. J'avais une petite question et après, je vais relayer les autres. Et ensuite, je vous laisse aussi un temps de réponse où vous pourrez répondre à mes questions, mais aussi aux autres. Euh, Moi, j'avais une petite question, c'était sur le fait que vous l'avez dit assez rapidement que effectivement, il y a quand même des effets de génération. On a l'impression que c'est quand même plutôt la jeune génération, on va dire, ou les entrants qui vont s'approprier ce nouveau dispositif. Vous n'avez pas fait du tout de mention sur le genre. Euh, Mhm. Est-ce que là aussi, il y a quand même, bon, on revient de la dernière séance où on parlait beaucoup des trajectoires des femmes dans les milieux professionnels. Est-ce qu'il y a un effet genre aussi, c'est-à-dire, vous l'avez parlé, hein, d'attention entre organisation de la vie familiale, organisation de la vie professionnelle. Est-ce que aussi ces dispositifs répondent aussi à voilà, à ces nouveaux professionnels qui se trouvent être, en tout cas, plus fortement féminisés que par le passé. Ça, c'était une question un peu générale, mais par rapport aussi à cette cohorte. Et puis, alors, comme c'était quand même plutôt une note positive, je voulais peut-être, est-ce que vous avez aussi dans votre enquête eu l'occasion de voir des médecins qui ne s'adaptent pas, des médecins Mhm. ou des professionnels hein, de santé qui ne s'adaptent pas. Vous avez bien expliqué que combien il y en avait un certain nombre qui s'adaptaient très bien, voire même au-delà de l'espérance. Mais est-ce qu'il y a quand même aussi voilà, des Mhm. moments où ça se passe pas bien? Alors, je vais peut-être relayer les questions, mais je vous invite aussi, Anne, à regarder les questions dans l'espace questions-réponses parce qu'il y en a beaucoup, d'un seul coup, qui sont arrivées. Il y a Karine qui nous parle qu'elle est coordinatrice d'un contrat local de santé sur un territoire et comment contractualiser avec ces maisons de santé pluriprofessionnelles pour enrichir la programmation du CLS. Mais ça, enfin, c'est très pointu, donc je vous laisse répondre. Mhm. Des questions aussi sur les professionnels de santé au-delà des médecins, je pense. Alors, le déplacement, je ne sais pas si c'est le mot, ouais, le Oui. fait qu'en gros, on reconfigure les activités, hein, je pense que plutôt que le Oui. déplacement. Alors ensuite, j'essaye de dérouler. Oui, je Euh, déroule en même temps. Pensez-vous qu'il y a un risque mesuré ou non de multiplicité de couches dans le système de santé? Donc là, plutôt une question sur le dispositif.
quels seraient les rôles des CPTS si plusieurs MSP sont sur le territoire. Bon, certains qui sont très heureux de la présentation et qui aimeraient la lire. Il y a Isabelle Richard qui vous propose deux questions. Avez-vous remarqué, j'imagine remarqué, que les MSP conduisent aussi à permettre une certaine spécialisation des médecins, pédiatristes, soins palliatifs? Et la deuxième serait de savoir si vous avez observé dans vos entretiens un rôle de l'universitarisation, pardon, du troisième cycle des médecins généralistes dans les évolutions, les souhaits des jeunes médecins. Donc ça corrobore un peu ce que je demandais aussi sur les jeunes médecins. Et j'ai un peu de mal, alors ça c'est mon ordinateur hein, qui m'inquiète un peu, à dérouler le reste des questions. Donc vous pouvez peut-être, Je les vois, je crois que je vais je pouvoir. voyais même Michel Loisel qui, voilà, qui pose ces questions. Statistiquement, observe-t-on un développement plus important des MSP dans les territoires sous-denses ou est-ce équilibré sur l'ensemble des territoires? Mhm. Il y a tellement de questions que je vous laisse gérer. Il y a aussi Je vais essayer Nathan de Ramon. répondre à tout. Et il y a un certain nombre de collègues, vous pourrez leur parler dans les couloirs, Oui, notamment Julien ou Nathan, mais tout à je fait. vous laisse libre arbitre pour choisir les questions. En Ouais. tout cas, vous avez passionné l'auditoire, c'est sûr. Alors, je vais essayer de répondre un maximum, mais je vais répondre aux vôtres en premier, Sylvie, puisque voilà, vous les avez posés en premier. Donc, sur l'effet générationnel, vous disiez, est-ce que les jeunes vont être peut-être les plus propices à s'approprier ce nouveau modèle, mode d'exercice? On constate en fait, en tout cas, un intérêt très important des jeunes pour l'exercice, déjà en groupe médical, mais aussi en groupe pluriprofessionnel. De plus en plus, j'avais montré un chiffre en début de présentation. Pour autant, les porteurs des maisons de santé, principalement, c'était des professionnels, des médecins en fin de carrière. Pour des raisons, alors j'ai regardé justement les trajectoires de ce que j'ai appelé des entrepreneurs de changement au niveau local, pour des raisons diverses et variées, mais aussi pour laisser quelque part, comme certains me l'ont dit, un bel outil, une fois mon départ, pour préparer le départ. Donc il y avait beaucoup cette idée-là. Après, c'est sûr que c'était parce que ça répondait à des aspirations de jeunes médecins généralistes, notamment à des femmes. Il faut dire que la profession enfin, en fait, cette spécialité, la médecine générale, s'est beaucoup féminisée aussi au cours des dernières années. Euh, pour autant, en fait, par contre, dans les 6 structures que j'ai suivies, les porteurs étaient donc j'avais 2 femmes et 4 hommes. Donc on voit que quand même ça, en tout cas, ça convainc. Je sais pas si j'ai pas étudié spécifiquement le genre pour tout vous dire parce que sur 6 structures, j'ai étudié les porteurs, les médecins, mais aussi tous les autres, mais en fait, j'arrivais pas à sortir des données satisfaisantes sur le genre avec une étude de cas comparée sur 6 structures. Donc j'ai pas de données spécifiques, mais c'est sûr que ça répond à une aspiration des jeunes générations et des jeunes générations qui sont de plus en plus féminisées de fait. Donc je pense que oui, ça répond à ces choses-là. Les effets négatifs, alors j'ai parlé beaucoup, j'ai présenté une belle, quelque part j'ai compris, voilà, une belle illustration des maisons de santé avec des professionnels qui arrivent à s'y retrouver dans leur identité professionnelle, dans leur pratique, etc. Alors qu'on pourrait penser que ça les contraint dans leur autonomie, que ça bouscule leur identité. Euh, pour autant, en fait, dans mes 6 maisons de santé, j'ai choisi au départ, on va dire 3 maisons de santé qui fonctionnaient aux yeux de l'administration, mais aussi aux yeux même de la fédération des maisons de santé, et 3 maisons de santé qui étaient en difficulté, parce que mon objectif, c'était justement de voir aussi qu'est-ce qui se passe dans les structures qui ont plus de difficultés à mettre en place ce nouveau mode contractuel et les nouvelles relations avec les partenaires publics. Et en fait, il y en a même une qui, au moment où j'ai mené mon enquête, avait décidé de ne finalement pas contractualiser. Je vous disais, certaines ne vont pas jusqu'à signer cet accord conventionnel interprofessionnel qui leur donne les nouvelles rémunérations, etc. Parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas, parce qu'ils avaient l'impression de devoir mettre en place des protocoles qui correspondaient pas à leurs priorités sur le territoire, de pas forcément être écoutés dans leurs besoins par les partenaires publics, et donc ils ont refusé de signer le contrat. Donc oui, il en existe certaines. Après, ce que j'ai pu remarquer aussi, parce que j'allais ensuite chaque année aux grandes réunions de la Fédération des maisons de santé qui représentent toutes les maisons de santé actuelles, je continue à me tenir informée. J'ai encore entendu aucun cas de maison de santé qui fait marche arrière, qui une fois qu'ils ont signé l'accord, en fait font marche arrière. Là, il y a des professionnels individuellement qui peuvent se retirer de ces structures.
Mais j'ai jamais vu une maison arrêter de contractualiser. Donc je pense qu'il y a, mais d'ailleurs ça, François-Xavier Schweillière l'avait vu dans les réseaux de santé, il y a ce qu'on appelle un effet cliquet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans le dispositif, pour en sortir, je pense que le coût est très important. Parce que ce dispositif, notamment, il permet d'embaucher un coordinateur. Donc si on l'a embauché en CDI, qu'est-ce qui se passe ensuite? Certains me l'ont dit. Si on arrête de contractualiser, j'ai plus les sous, qu'est-ce que je fais avec mon CDI de coordinateur? Donc voilà, enfin, je pense qu'une fois qu'on est rentré dans ce système, même si certains disent oui, il y a trop, il y a une, les démarches administratives ont augmenté, parfois je passe plus de temps à faire de l'organisation que du soin, ça je l'ai entendu, mais finalement ils vont pas jusqu'à remettre en cause le modèle totalement une fois qu'ils sont rentrés dedans. Voilà pour vos questions. Alors, je fais un petit très vite. Ensuite, sur les autres, sur les multiples couches, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, comment s'articulent maison de santé, CPTS. En fait, les CPTS, certaines, en fait, se reposent notamment sur des maisons de santé qui sont un petit peu voilà historiques sur le territoire. Parfois, ça se fait très bien, parfois c'est plus compliqué. Ça peut, enfin, pour certains. Pour aujourd'hui étudier les CPTS, certains professionnels peuvent ne pas comprendre l'intérêt de l'une ou l'autre, dire moi je suis déjà en MSP, pourquoi est-ce que je vais intégrer une CPTS? Ou à l'inverse, ben, je suis dans une CPTS, donc en fait j'ai pas vraiment besoin d'être dans une structure avec d'autres professionnels. Il y a parfois une difficulté de lisibilité pour les professionnels eux-mêmes, pour les patients n'en parlons pas, parce que c'est des dispositifs assez opaques pour eux, même si les maisons de santé aujourd'hui c'est compris. Mais bon, on voit quand même des CPTS qui se reposent sur des maisons de santé qui sont pivots sur les territoires. Pour le lien maison de santé et CLS, en fait, comme les maisons de santé développent, ça dépend lesquelles, mais plus ou moins de missions de santé publique, c'est notamment au niveau de ces nouvelles actions en santé publique, je pense que le lien peut se faire avec les CLS. Donc, faut aller voir un coordinateur de maison de santé. Enfin, je sais pas quelle était l'idée derrière la personne qui a posé cette question-là, mais faut aller voir les coordonnateurs des maisons de santé et voir s'il y a des dispositifs, hein, des actions, une volonté des professionnels de la maison de santé de s'investir dans des actions de santé publique. Et c'est peut-être là que le lien peut se faire avec un CLS. Sur la spécialisation des médecins, je crois que c'était la question d'Isabelle Richard. Elle est intéressante, je l'ai vue en effet. Alors j'ai vu dans plusieurs maisons de santé des médecins qui, du fait du regroupement, me disaient bah, c'est super parce que du coup, moi, je peux en fait d'accord, en accord avec mes collègues, développer une forme de spécialisation tout en restant médecin généraliste. Donc certains, c'était médecine du sport, d'autres, c'était médecine homéopathique. Mais en fait, à l'échelle de la structure, on continue à proposer une offre de médecine générale complète. Et certains, par exemple, dans les structures qui intègrent des sages-femmes, étaient ravis que des sages-femmes arrivent, ça dépendait lesquelles hein, d'ailleurs, mais parce que comme c'était bah, notamment l'obstétrique, c'était pas une partie voilà, de leur exercice de médecine générale qu'ils affectionnaient particulièrement, ils étaient ravis de pouvoir en fait céder, alors j'ai pas parlé, c'était le troisième axe de ma recherche que j'ai décidé de pas présenter, mais de pouvoir céder certaines activités à d'autres et quelque part de pouvoir se spécialiser en maison de santé. Donc c'est assez intéressant et on voit qu'il y a une redistribution en fait dans la division du travail, même entre médecins, pas que entre médecins et professionnels paramédicaux. Sur le lieu d'implantation des maisons de santé, il y a des travaux notamment de l'IRDES et de voilà notre collègue Julien Mousquet qui est connecté, je crois, qui ont montré qu'effectivement les maisons de santé étaient principalement implantées dans les territoires considérés comme les sous-denses. Euh, En médecine générale, notamment donc les territoires ruraux et les périphéries urbaines. Donc ça, il y a des travaux de l'IRDES qui le montrent. En effet, même si aujourd'hui, en fait, d'ailleurs, on le voit dans les discours politiques, alors ça peut être un effet d'annonce, mais si on prend l'APL dont je parlais tout à l'heure, l'indicateur, ça ressort aussi des indicateurs. La France entière pourrait être considérée comme un désert. Ça, je sais plus quel était l'un de nos députés qui l'a dit il y a pas très longtemps, mais donc, et le fait est qu'on trouve des maisons de santé en plein Paris, en plein Rennes. Enfin, voilà, on en trouve maintenant même dans les centres urbains. Donc voilà. J'ai essayé de répondre à un maximum, et alors après j'ai dû en laisser de côté, mais il est déjà que 58. J'essaie de regarder. Euh, Dernière petite, si vous en avez ouais, perdu. peut-être. Objectif d'accès aux soins. En même temps, je pense que vous avez balayé un certain nombre de questions. Oui, alors il y avait une question de Julien dont on pourra parler, parce que je disais, ils peuvent avoir
il y a une alliance intéressante entre partenaires publics et professions médicales autour de ce modèle des maisons de santé, alors même qu'ils peuvent avoir des intérêts différents. Évidemment, certains intérêts se rejoignent, c'est-à-dire que si, en fait, sont même en cascade, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de travail des professionnels peut donner lieu à l'amélioration de l'offre rendue aux patients, qui évidemment est un objectif des pouvoirs publics. Donc c'est voilà, les frontières sont évidemment soumises à débat et peuvent être poreuses. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent on a tendance à dire les médecins et les autres professionnels qui s'investissent dans ces structures-là, c'est des gens qui sont convaincus, qui ont une vision des soins très sociale notamment. Alors c'est le cas, j'ai pu en voir, mais parfois ils ont vraiment des considérations très pragmatiques en fait en termes de conditions de travail et qui se trouvent être, disons, conjugables avec les objectifs plus politiques et en termes de service public de la puissance publique. C'est ça que je voulais dire en fait. Et alors j'en profite parce que c'était une question que j'ai pas traitée en une seconde. Est-ce que ce que j'observe comme restructuration ou ce que j'ai appelé déplacement, c'est effectivement pas très clair au sein de la profession de médecin, je l'observe pour les autres professionnels parce que j'ai cru qu'il y avait une question là-dessus. Effectivement, je l'observe. Après, moi, j'avais décidé de me centrer sur les médecins en relation avec les pouvoirs publics, les médecins en relation avec les autres professionnels. Donc, ça a été mon choix, en fait, voilà, théorique. Mais bien sûr, on les observe aussi, et les motifs des médecins à aller en maison de santé peuvent être les mêmes que les paramédicaux. Et j'aurais davantage balayé la question des autres professions de santé dans les maisons de santé si j'avais décidé d'axer ma présentation sur le dernier point qui était la nouvelle division du travail. Qui fait quoi, qui y gagne, qui y perd. Et en fait, tout le monde y gagne un petit peu, médecins généralistes et paramédicaux. Et avec les nouveaux dispositifs tels que la pratique avancée, l'accès direct, on voit même qu'il y a une extension des périmètres d'activité des paramédicaux qui viendrait même un peu bousculer les prérogatives médicales. Et donc là se pose la question de justement, est-ce que les médecins continuent à y gagner toujours autant à ces nouveaux dispositifs? Et est-ce qu'ils s'engagent pas dans un processus plus global de réforme qui, à terme, pourrait en fait venir un petit peu les bousculer, eux, dans leur profession. Là, voilà, mais C'est une belle conclusion. bon, Et puis, ça donne envie de lire le livre qui va arriver voilà, dans quelques mois. Donc, normalement, c'est une il est sur invitation. sur le métier, mais il est presque fini et attendu pour le mois prochain. Donc, normalement, Ok, ça devrait être bientôt. ça devrait être bientôt. Alors, bah, je remercie tout le monde. On se Merci retrouve beaucoup. la prochaine fois, le mardi 25 février, sur un autre sujet. C'est une professeure de santé publique, professeure invitée, Jeannette Hawke, qui vient de Nouvelle-Zélande, et c'est sur les addictions au vapotage. Et elle va nous partager ses recherches bah, de Nouvelle-Zélande. Et ça va nous permettre de réfléchir sans doute aux addictions au vapotage, notamment en France. Et je remercie derrière Karine Galopel-Morvan, puisque c'était quand même une de ses invitées, on va dire, une de ses collègues invités. Donc, je vous souhaite une belle semaine et puis voilà, de bonnes réflexions sur tous ces sujets. D'ici voilà, d'ici la prochaine fois, c'est-à-dire le 25 février. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute et vos questions. Au revoir. Au revoir.